Le cercle RH avec nos experts, les experts du vendredi, avec plusieurs sujets qui ont trait directement à Smart Job d'ailleurs et au job et à l'emploi. Les règles de déconfinement, faire revenir les salariés au travail, sont-ils motivés, sont-ils démotivés, comment on fait concrètement, puisque le 9 juin, c'est la fin globalement de ce télétravail 5 jours sur 5. Est-ce que les salariés ont bien envie d'y retourner ? Ça, c'est un sujet important. Est-ce que la productivité était et sera au rendez-vous ? Ça, c'est la relance économique. Et puis, on basculera évidemment sur les déficits publics parce que les chiffres sont évidemment assez effrayants. Ces fameuses règle des 3%, bien sûr, a explosé en vol. On est à 9,3, 9,4 l'an prochain, peut-être plus. Est-ce que tout ça aura un impact sur l'emploi ? Évidemment, on va faire le point avec mes invités. Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Et je ne voudrais pas oublier, cette fois-ci, de ne pas présenter votre livre, de présenter votre livre. Décider, ça se travaille. Parce que c'est une de vos passions, la manière dont on décide, la manière dont Emmanuel Macron prend des décisions aussi, parce que là, il prend beaucoup de décisions, avec la fin du masque peut-être fin juin, dit-il. Donc il y a quand même beaucoup d'annonces qui donnent le sourire aux Français. Bah oui, nous sommes en campagne présidentielle, évidemment. Jean-Claude Beaujour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avocat international en droit des affaires et vice-président de France-Amérique. Et là, c'est un sujet éco que vous avez lancé. Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, on nous dit qu'il faut rapatrier nos industries. On en parlera peut-être avec vous. Et puis Stewart Shaw, c'est un plaisir de vous accueillir, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. Je commence par vous, c'est intéressant parce que c'est quand même l'opinion que les entreprises regardent vos études, se disent les Français sont plus télétravail. Qu'est-ce que disent les Français sur ce moment de bascule qui est important ? 9 juin, puis il y aura une dernière date, c'est le 30 juin, où normalement, là, on pose les masques, on va tous à la plage et on commence à danser dans les discothèques. Qu'est-ce que disent les Français là ? Ils sont inquiets, ils sont mobilisés ? Alors déjà, il y a un sujet majeur qui est effectivement la perception qui évolue du travail en France. On a réalisé une étude dans le Figaro il y a quelques semaines qui montrait que 89% des cadres français, 80% des Français estimaient que l'organisation du travail en France allait être bouleversée dans les années à venir. Donc c'est déjà l'idée que les changements qui ont été opérés pendant la période du Covid vont s'installer durablement. Donc déjà, il y a une opinion qui est préparée à cette évolution-là. Et qui ne souhaite pas revenir en arrière. Qui ne souhaite pas revenir en arrière. Qui ne reviendra pas en arrière. La question, par contre, c'est la manière dont on organise, les modalités avec lesquelles on va organiser ces évolutions-là. Et je pense qu'il y a deux registres qui sont très importants dans le rapport évolutif des Français au travail. C'est d'abord la question organisationnelle, c'est vrai, les Français veulent du télétravail, mais ils veulent du télétravail qui ne soit pas contraint. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une demande, il y a une tendance majeure à la personnalisation de plus en plus forte. C'est un enfant gâté, le collaborateur, un petit peu, peut-être. Vous parlez comme si on évoquait un enfant gâté. C'est une question qui se pose. Il veut bien, mais pas trop. C'est une question qui se pose, mais effectivement, il y a une tendance très très forte, et je pense qu'il sera des conséquences assez importantes, d'une demande de personnalisation, de flexibilité de plus en plus accrue, du temps de travail et de l'espace de travail. Ça va avoir des conséquences d'un point de vue managérial énormes. Juste pour faire un peu de sociologie, vous vous rappelez les grandes usines où on entassait les gens pour faire des voitures à la chaîne. Maintenant, le robot les a remplacés. Ils devaient pointer à l'entrée et à la sortie. On en est très loin. On est en train d'individualiser, c'est-à-dire que le DRH va être obligé d'individualiser finalement le parcours de chaque collaborateur dans ses horaires, dans sa manière de vivre. Ça va se compliquer quand même là. Oui, ça va se compliquer. En même temps, ça me fait sourire parce que les collaborateurs sont très lucides. Quand on leur demande si c'est intéressant pour eux de télétravailler, ils disent tous oui. Ils voudraient 2 jours par semaine, 1 ou 2 jours, mais 2 jours ce serait mieux. Et si on leur demande si c'est bon pour eux, ils disent oui. Et est-ce que c'est bon pour l'entreprise ? À 54%, ils disent non, pas vraiment. Voilà. Donc ils sont lucides. Donc c'est très amusant de voir qu'on est quand même dans la réalité. Les collaborateurs savent que c'est difficile. Et pour les managers, c'est extrêmement difficile. Et ce qui va être encore plus difficile, quand tout le monde est en télétravail, le manager peut s'arranger. Mais quand ça va être hybride et qu'il va gérer les réunions en présentiel et en distanciel en même temps, les managers vont devenir fous, ça c'est sûr. Vous en pensez quoi, Jean-Claude Beaujour ? On le voit comme avocat, je le vois sur le terrain. Il y a une double contrainte pour le dirigeant. La première contrainte, c'est l'obligation de sécurité. Et on voit bien nos demandes dans les départements, dans notre département droit social, augmentent en demande de conseil. Donc, obligation d'assurer la sécurité, surtout après le Covid, avec un risque de responsabilité pour l'employeur, c'est clair. Dans le même temps, il y a, on l'a dit, si on veut retrouver la croissance à 5%, si on veut aider à réduire les déficits budgétaires, il faut travailler. Croissance à 5%. 5%, c'est ce qu'on s'était dit. Donc il faut être au rendez-vous pour répondre aux
contrats pour répondre aux demandes de projets et il y a de l'argent, il y a encore paradoxalement, il y a beaucoup d'argent, nous avons des demandes de financement, des demandes de projets. Pour autant, il faut que l'entreprise réponde positivement, donc il faut dynamiser les équipes. Alors je crois que le point d'équilibre est le suivant, c'est que finalement, entre les obligations des uns, les contraintes et les perspectives économiques, le point d'équilibre, ça sera finalement le fait de dynamiser l'entreprise et le dirigeant aura cette obligation de dire voilà, nous avons un contrat, nous avons un projet, nous avons une deadline, nous allons nous organiser comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'employeur. On sent bien qu'il y a une demande de souplesse, mais malgré tout, vous savez, dans le monde des affaires, la souplesse n'est pas nécessairement au rendez-vous. Juste un petit mot, parce que je veux qu'on reste un peu sur les déficits publics, parce que je trouve ça assez colossal ce chiffre qui est extravagant, puisque quand on était à 3,2, déjà, les hommes politiques s'arrachaient les cheveux en disant que le pays allait s'effondrer. On est à 9,3, et ça c'est Bruno Le Maire qui au même moment dit quand même que la relance est là. Les entreprises, les TPE, les PME, Stewart Shaw, elles sont, je ne parle pas des grands groupes, je dirais qu'une capacité de résilience, mais les moyens, il y a de l'inquiétude là sur cette rentrée, parce qu'il y a quand même, on retire la prise là, l'URSSAF va commencer à demander des cotisations, le fonds de solidarité il baisse, c'est-à-dire que doucement mais sûrement on revient dans la vie réelle, et ça risque d'être douloureux, non? Vous avez raison déjà de faire une différence entre les tailles d'entreprise. Ah oui. On a réalisé beaucoup d'études auprès des dirigeants d'entreprise. On a des clivages et des divergences d'appréhension du monde qui va arriver très différentes entre les tailles d'entreprise et les secteurs d'activité. Vous voyez aujourd'hui les PME, il y a une étude qui est sortie, publiée dans les Échos, qui montre que finalement le bénéfice des PME n'a pas été si catastrophique que ça sur l'année qui précède. Mais ce qui est évident, c'est qu'il va y avoir un impact de la crise que l'on a vécue qui va s'exprimer très très vite dès le mois de septembre, en pleine campagne présidentielle en plus. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit, c'est que je pense qu'effectivement, la question de la dynamique en interne des entreprises, elle est évidente et elle est nécessaire. Je vous donne un exemple. Quand on a réalisé ce baromètre des décideurs, on a essayé de construire cet indice du moral des décideurs. Et à la rentrée, finalement, on se rend compte que les Français et les décideurs, les dirigeants des entreprises, sont plutôt optimistes sur la suite. Par contre, il y a un indicateur sur lequel ils ne le sont pas, c'est la motivation des collaborateurs. Ah bah voyez, c'est central ce que vous dites. C'est un travail considérable à faire. Motiver les collaborateurs qui, changent de paradigme, on change de façon de travailler, on va avoir plus de conférences téléphoniques par rapport au passé, mais beaucoup moins que ce qu'on a eu. Les gens vont devoir se rencontrer. Ça va être très compliqué. Et compliqué parce que nous avons des PME. N'oublions pas que notre tissu économique, c'est 80% de PME. Terminé, puis Marine Balançard, parce que sur cette question de la motivation, vous êtes un cabinet qui est accompagné, puis vous avez une vision sur... là, le décideur, il va falloir qu'il décide. Il y a moins de motivation. 55. Excusez-moi, est-ce que c'est pas un peu, pour aller un tout petit peu loin, allons au bout, est-ce que ce n'est pas un peu la fin du travail qu'on a connu au XXe siècle? C'est-à-dire le travail obligatoire, on prend le métro, on va au boulot, on a un chef qui n'est pas drôle et puis on revient le soir. Est-ce que tout ça n'est pas en train d'un peu d'exploser? 64% des cadres français et 50% des actifs français considèrent que leur rapport personnel au travail va changer. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu de modalité du travail, de rapport au travail qui évolue. Maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de définir le périmètre de cette nouvelle forme. Vous en pensez quoi de ce rapport sociologique au travail? Le fait que, j'évoquais les usines automobiles, mais c'est l'industrie, on est en train de déréguler le travail. Il a été dérégulé, ce travail. Oui, c'est vrai que sur la motivation des salariés, c'est une question. Là, il y a des stagiaires pendant le confinement qui ont été embauchés à distance, qui ont travaillé à distance et qui ont fini leur contrat à distance. Et qui n'ont jamais vu personne dans la boîte. Personne dans l'entreprise, qui ont fait des reportings à des managers. Donc, on peut se poser la question de leur formation et de qu'est-ce que ça leur a apporté. Et qu'est-ce qu'une entreprise, au final? Et qu'est-ce qu'une entreprise pour eux? Et quelle est ma motivation à travailler de façon désincarnée, comme ça, pour une entreprise et pour des gens que je n'ai jamais vus. C'est quand même la question qui est posée, puisqu'il y a l'humain qui s'y retrouve, parce qu'effectivement, moins de transport, moins de fatigue, un lieu de vie qui est le sien. Et l'entreprise, elle se dit, après tout, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'engagement, moi. C'est exactement le point d'équilibre à trouver, parce qu'on voit bien, et on sait bien, nous sommes les premiers à en bénéficier, à se dire, finalement, il y a des réunions pour lesquelles on faisait 1 heure de trajet, 1 heure de réunion, 1 heure de retour, c'est 3 heures, et c'est vrai que de ce point de vue, le télétravail, la digitalisation a favorisé les choses.
Pour autant, il faut croiser les gens, il y a des décisions qui se prennent lorsque vous rencontrez, vous avez besoin, nous sommes des êtres humains, il nous faut sentir les choses. Alors, je peux vous garantir que, par exemple, dans les relations commerciales internationales, on se dit bien, on a été soulagé de faire moins de transport aérien. C'est évident. C'est évident, moins de jet lag, mais pour autant, on se rend bien compte qu'on ne peut pas fonctionner avec zéro rencontre. Oui, c'est le 100% qui n'existe pas. C'est comme pour le télétravail, d'ailleurs, on est d'accord là-dessus. C'est qu'il y a des salariés qui disent, moi je suis bien chez moi, mais j'ai quand même besoin de revenir une journée dans ma boîte pour prendre le contact, pour prendre le pouls, pour parler. Tout simplement. Vous parlez de motivation. Il ne faut pas jeter la pierre simplement aux salariés, il faut simplement dire que c'est humain. Quand c'est du tout digital, c'est vrai qu'on perd en dynamique, on va se connecter, et puis nous on le voit bien, même si on est très motivé, il y a des réunions pour lesquelles on n'est pas obligé, nous avons des conférences, etc. Pour autant, on voit bien que si ça n'est que du digital, c'est plus compliqué. Moi, j'ai du networking en digital. Ouais, c'est pas possible. Ça me semble difficile. C'est mieux que rien, mais c'est pas top, quoi, le networking en digital. Déficit public, je veux surtout pas qu'on se quitte, parce qu'il y a plein de choses à dire autour de ça. C'est 47 milliards de plus que ce qui était prévu initialement par le gouvernement. Pour qu'on comprenne bien. Parce que c'est intéressant. Le chiffre de 47, parce que c'est 9,4 pour 2021, on est à 9,2, c'est-à-dire que nos déficits vont progresser. Ça représente 47 milliards. Dette Covid globale évaluée à 450 milliards. Un demi-trillion. Vous qui venez de la finance, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Un demi-trillion, nous sommes partis dans... comment vous regardez ces déficits? Parce que là, il va y avoir des débats sociologiques des salariés. J'y retourne pas. Puis il y a un débat politique de fond. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Comment on la transforme? Puisque ça pose la question des PGE. On est quand même dans une période un peu angoissante quand même. Enfin, c'est pas pour mettre du noir alors que le soleil commence à briller, mis à part l'orage, mais c'est quand même c'est effrayant ce qui nous attend là. Ce qui est très intéressant, et c'est un enjeu fondamental politique d'ailleurs, c'est qu'on va passer d'une vision de la protection avec le quoi qu'il en coûte, où on va découvrir que finalement ça a un prix. Donc on va passer d'une vision de la protection à une vision peut-être un peu plus rigoureuse, où on voit arriver Bruno Le Maire en disant cette dette, il va falloir aussi la payer. C'est un mot que les Français n'aiment pas trop. Mais surtout en période électorale. Je veux dire, qui sait, pour financer ce déficit, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on augmente effectivement les impôts. Bruno Le Maire a dit non. Voilà, à quelques mois des présidentielles, je pense que ça peut être très problématique. On ne peut pas dire autrement. C'est impossible. Je vais augmenter les impôts. Soit effectivement on peut baisser les dépenses publiques. Or on est quand même sorti d'une période où finalement on a une opinion qui est de plus en plus favorable à cette idée que l'État doit être là. L'État-providence, on a parlé c'est une révolution, ça. Nous allons devoir faire des choix stratégiques parce qu'on a vu, on a pêché sur le secteur de la santé par manque d'anticipation, parce qu'on a fait des choix budgétaires qui ne correspondaient pas aux besoins de l'époque. On voit bien que sur certains sujets, on n'est pas bon. Réindustrialiser la France, faire des choix stratégiques, ça suppose de l'argent, ça suppose une volonté. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Mais moi, ça fait 25 ans que je fais des débats sur la réindustrialisation de la France. Depuis 1970, le déficit n'a jamais été... Mais vous avez bien vu qu'on a vu avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'une partie de notre industrie était à l'étranger. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir... Sanofi a raté le coche. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir dire à tout le monde vous rentrez à la maison, mais en revanche, il va falloir faire d'autres choix. Mais les déficits publics, Marine Balançard, vous les abordez comment à l'aune d'une émission autour des questions d'emploi? Parce que les Français, ils sont pas fous. Il y a une année présidentielle, on leur dit il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Bon, ils se disent d'accord, très bien, mais où est-ce qu'on va prendre nos marges? Comment on fait? C'est ça la question. Si on augmente d'un demi-point les taux d'intérêt, les Français l'ont bien compris parce qu'ils gèrent aussi leur budget, ils ont compris que la France, elle se retrouvait KO. La France, elle est quand même un petit peu fragilisée par cet endettement colossal à long terme. C'est cumulé à notre endettement. C'est la conséquence du quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que la dernière fois, je disais que j'étais pas très favorable à cette expression, parce que c'est pas une expression de bon père de famille. On n'a pas donné un mandat pour quoi qu'il en coûte. Mais je voudrais revenir sur la façon dont Bruno Le Maire a annoncé cette mauvaise nouvelle des déficits publics en disant en une bonne, en fait. Ça passe de 9% à 9,4%. Donc effectivement, ça fait 47 milliards de déficit supplémentaire, donc c'est monstrueux. Rien que la décision de confiner en avril, c'était la décision à 11 milliards. On savait que ce reconfinement léger allait coûter 11 milliards. Donc il y a un homme, le président, qui prend des décisions à 11 milliards. Là, on arrive à 47 milliards. C'est l'homme qui valait 3 milliards dans le film, là c'est l'homme qui valait 11 milliards. Et Bruno Le Maire donc, annonce ça avec, très simplement, en disant il faut garder son sang-froid. Donc il y a
Il n'y a rien de pire que de dire qu'il faut garder son sang-froid en annonçant des nouvelles trajectoire terribles. 2025-2027, c'est-à-dire qu'il dit globalement 2025, on commence à retomber doucement sur nos pieds. Enfin, il y aura encore des déficits colossaux en 2025. Hein. Mais c'est colossal. C'est colossal. Bien sûr. Sur l'emploi, comment on fait là? Parce qu'on dit, mais ça n'a rien à voir. Les déficits publics n'ont pas d'incidence sur l'emploi. Si, ça a une incidence sur l'emploi. Vous savez, d'une certaine manière, alors, disons quand même qu'on a pu sauver, on a pu éviter la catastrophe sur le plan humain. Social. Il faut le reconnaître parce que nous étions dans une situation. Non, mais l'argument du ministre, c'est que notre relance sera plus rapide avec cette stratégie. C'est ça son argument. C'est ce qu'il dit. Mais effectivement, il faut que tout le système fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'accompagnement des entreprises, on ne va pas pouvoir simplement débrancher d'un jour, vous savez, comme ça, débrancher et puis dire aux gens, débrouillez-vous. Il va falloir, débrancher en douceur. Il va falloir aider les dirigeants et on parlait de modalités de fonctionnement, mettre en synergie, décider ensemble. Je pense qu'il va falloir qu'on se prépare à la suite, qu'on ne dise pas simplement on arrête et on recommence comme avant, qu'on visualise ce que va être demain. C'est là où la notion d'anticipation est importante. Enfin, dans les réformes, parce que la question des déficits publics renvoie évidemment à des réductions budgétaires. Alors, c'est un vieux sujet qui remonte à Éric Woerth, la RGPP, la réforme générale des politiques publiques, c'est-à-dire un non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage qui arrive au 1er juillet. Tout ça est un peu orthogonal avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec un État omniprésent qui accompagne, qui à certains égards cajole presque. Oui, mais il y a quand même une singularité à cette crise, c'est qu'elle est, par rapport à 2008 par exemple, on est sur une crise qui est évidemment très conjoncturelle, où on détermine assez bien où est-ce que est, entre guillemets, l'ennemi. Elle a de singulière aussi, c'est que pour le gouvernement, l'un des leviers d'action, c'est finalement la croissance et la relance de la consommation. 5%, enfin je entendais 5%, bien sûr, c'est extravagant, on n'a jamais dépassé 2% en période de forte... Absolument, donc c'est une hypothèse qui est en tout cas très positive et optimiste en tout cas. Optimiste, mais je pense plutôt positive. Je retiens positif, je remettrai optimiste aussi. Donc à voir pour la suite. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette gestion de crise... L'opinion s'inquiète là. Mais évidemment, c'est que l'opinion, et vous le disiez très, très justement, est lucide. Pour autant, si vous leur demandez quels sont aujourd'hui les sujets prioritaires qu'ils veulent aborder, le déficit public, il n'existe pas. Non, c'est vrai. Pour eux, c'est... Donc, si vous voulez, il va falloir aborder... Pouvoir d'achat et emploi. Oui. Absolument. Donc, il va falloir aborder ce sujet-là par l'intermédiaire d'autres sujets prioritaires. Ils n'ont pas compris le lien entre déficit public et réforme, parce que ça veut dire que très concrètement, c'est des réductions ou une augmentation du nombre d'années des retraites, c'est une réduction des indemnités d'assurance chômage. Ça a une incidence, ça. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, il y a quand même une ambiguïté, c'est que si on veut la croissance, il faut que les gens dépensent. Et là, on commence à dire qu'on va réformer les retraites. Et on sait que chaque fois qu'on dit qu'on va réformer les retraites, les Français arrêtent de consommer et font de l'épargne de précaution. Donc on se retrouve dans une situation qui est quand même assez difficile. C'est difficile de faire des prévisions. Je suis d'accord. On ne peut plus rien dire en fait. Vous en pensez quoi de la stratégie qui consiste à dire, parce que c'est exactement comme ça que le président de la République vend et va vendre sa campagne présidentielle, je suis le pays qui, par cet argent public déversé sur les entreprises, a permis une relance plus rapide. Il le dit, nous serons les premiers à pouvoir repartir. Argument de communication ou pas ? Au premier trimestre, ça n'a pas marché. On s'aperçoit que la croissance est bien inférieure à ce qu'on avait anticipé. Et non, vous n'êtes pas convaincu par cet argument. La France est surendettée. Il faut voir ce qu'on a fait par rapport aux autres pays. Donc là, on est en train de basculer du côté Italie, Espagne, d'un point de vue endettement, déficit. On y était déjà, Marine Balançard. Dette sur PIB. On y était déjà, quasiment. Là, on est en train de... On coule avec eux. On coule. En tout cas, on n'est pas du côté allemand. On est d'accord. On a une discussion, il y a 2 angles dans notre discussion. On manipule les chiffres, les concepts, etc. On comprend et on se comprend. Sauf que, et c'est le deuxième angle, nos concitoyens, puisque vous avez parlé de débats politiques, nos concitoyens, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est combien ça me coûte. Concrètement. Concrètement sur ma fiche de paye, est-ce que mon emploi est menacé ? Et je rappelle nos 80%, le tissu économique, c'est 80% de PME, le chef d'entreprise, ce qu'il va regarder, c'est comment il s'organise, est-ce qu'il peut relancer ses projets, etc. etc. Et c'est cela qui fera, au mois d'avril-mai, je pense que malheureusement, on ne peut pas jouer de la campagne par avance, c'est cela qui fera la réponse sur le terrain le moment venu. Juste avant de nous quitter, j'ai le sentiment qu'après cette crise Covid, dont on n'est pas tout à fait sorti d'ailleurs,
l'entreprise n'a jamais eu un rôle aussi important. Moi, j'ai souvenir de débats politiques où l'entreprise était un vulgaire suceur de sang qui exploitait le salarié. On n'a jamais autant parlé d'entreprise et positivement du chef d'entreprise. Je ne sais pas ce que disent les sondages là-dessus, mais il y a une transformation du rapport à l'entreprise. C'est un indicateur majeur de l'opinion, vous avez raison de le rappeler. L'entreprise est devenue l'acteur attendu parmi l'État, le gouvernement, celui qui peut transformer le monde, de l'intérêt général sur un ensemble de registres, environnement, social. Et donc c'est un acteur aujourd'hui public et politique. Mais c'est le premier acteur dans lequel les Français ont confiance. C'est plus le gouvernement, c'est le premier. Et puis les politiques n'ont plus la main. C'est l'entreprise qui on donne les clés pour transformer le monde. Et puis on a réalisé avec le Covid le fait de nous enfermer, le fait d'interdire le fonctionnement. On a bien vu qu'il y avait des acteurs essentiels de notre société, le petit commerçant qu'on ne regardait pas, le livreur de ceci, etc. C'est un monde qui s'est ouvert. C'est un monde qui s'est ouvert et on a réalisé que ce n'est pas l'administration qui crée des emplois, c'est le secteur, le secteur privé qui crée véritablement des emplois. Certains disent même que l'administration peut créer du déficit. Enfin, c'est pas pour rentrer dans un débat autour de la masse. Tout en sachant qu'on a besoin d'un État fort, et ça, il faut aussi l'avoir en tête, mais ce qu'il faut bien que... Moins avec mieux. Mieux avec moins, c'est ça en tout cas, il faut un État fort et nous avons cette chance-là en France, ne le bradons pas. Pour autant, on avait oublié que l'entreprise, vous savez, on a eu un fonds anticapitaliste, anti-chef d'entreprise. On a oublié que ceux qui font fonctionner le pays, c'est chacun d'entre nous. Nous créons 1 ou 2 emplois et ce sont tous ces emplois qui font que derrière, le pays crée de la richesse. La valeur. Un dernier mot, Marine Balançard. Un dernier mot, moi j'ai été frappée dernièrement par le début de campagne d'Emmanuel Macron qui a commencé il y a un mois, on en parlait, et là je l'ai vu à Saint-Cirque-la-Popie, donc pendant qu'on annonce 47 milliards de déficit, lui il va à la campagne, on dirait qu'il part en vacances, et on voit les Français... C'est un bel endroit choisi pour démarrer la campagne. Et on voit les Français qui le célèbrent, et je me suis dit, ça fait penser à la libération de la France après la Deuxième Guerre mondiale, et donc il y a un contraste d'image. Il y a un contraste d'image entre les chiffres et puis l'image qu'on nous donne. Voilà. L'économie, c'est de la confiance. Marine Balançard, merci d'être venue, DG du cabinet de formation de conseil Ariséal, avec ce livre, Décider, ça se travaille. Vous l'avez coécrit d'ailleurs avec Marine de Chercé, parce que c'est important de donner aussi les co-auteurs. Il est sorti chez Erol. Merci à Stewart Shaw, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice, qui est toujours utile d'avoir l'opinion. Merci Stewart. Et puis merci à Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Et puis votre livre, Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, c'était sorti chez Descartes. Merci à vous trois. On termine par un petit éclairage, c'est le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, le manager sapiens, le manager magnifique. Tiens, ça c'est un bon thème de débat quand vous reviendrez, parce que les managers, ils sont très très sous pression en ce moment. On va en parler tout de suite avec l'un des auteurs, Cyril de Souza Cardozo. Il nous rejoint.